Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Aujourd'hui, je voudrais faire une mise au point. Ce sera la huitième, je pense, de la série. Comme plusieurs des mises au point précédentes, elle consistera à réagir à un commentaire que j'ai reçu sous une de mes brèves du Courrier des stratèges. Travailler pour le Courrier des stratèges est en effet une expérience passionnante et hautement formatrice pour moi. Pour la simple raison qu'elle m'a permis d'ouvrir un dialogue avec un lectorat, avec les profondeurs d'une société francophone, française, qui est la mienne en dépit d'un parcours de vie un peu aventureux, et que finalement je me rends compte que j'ignorais en grande partie, étant donné que aussi bien par parcours et déformation professionnelle, si j'ose dire, que même d'ailleurs euh, par goût et d'une façon d'ailleurs que j'assume. J'ai un background culturel élitaire et d'ailleurs une mentalité élitiste, je ne m'en cache pas. Je ne le regrette pas. Mais c'est vrai que ça a des inconvénients et notamment souvent celui de ne pas très bien comprendre l'horizon d'attente, les présupposés qui sont ceux eh ben, des gens appelés à me lire. Et ça, pour un publiciste, c'est dommage, c'est dommageable. Et ces commentaires, même si maintenant depuis plus d'un mois je n'y réponds plus, parce qu'il y en avait trop et puis tous n'étaient pas vraiment bien intentionnés. Bon, ces commentaires restent néanmoins euh, une source de découverte, de réflexion, une occasion de me former et d'évoluer. Tout à fait appréciable. Et donc, il y a 2 jours, emboîtant d'ailleurs le pas euh, à Éric Verregue, j'ai à mon tour commis une brève qui consistait pour l'essentiel à appeler au calme, à appeler au sang-froid. Euh, il se trouve que je suis citoyen français, j'ai pas d'autre citoyenneté. Donc, bah, quand je vois qu'il y a un début de guerre civile dans mon pays et qu'il y a des gens qui visiblement éprouvent une tentation de souffler sur le feu, j'ai naturellement tendance à essayer de leur dire, écoutez, mollo, allons-y doucement, hein, comme disent les Roumains, faut y aller doucement avec le piano dans les escaliers. Voilà. Et donc l'argumentation que j'ai proposée dans ce contexte et avec cette intention, même si c'est une argumentation au demeurant sincère, hein, c'est effectivement ce que je pense. Simplement, le moment était bienvenu pour le dire, à mon avis. C'était de leur faire remarquer que, bah, écoutez, euh, c'était le titre de la brève, hein, à votre avis, qu'est-ce qui vous menace le plus? L'État davosien, l'État coopté par l'oligarchie, l'État du Great Reset, qui a déjà essayé de vous assassiner, je vous le rappelle. Je fais référence ici discrètement à cause de la plateforme à certains produits dont l'administration. Enfin bon, voilà, vous m'aurez compris, vous m'aurez compris. Ou bien les racailles, les incivilités, donc ces divers euphémismes qui recouvrent en fait le constat d'une faille ethnique qui existe, qui est apparue au sein de la société française, et c'est un vrai problème. Je ne fais pas partie de ceux qui le nient, ni qui en nieraient les inconvénients, euh, et les risques, qui dans certains cas sont parfaitement concrets et se traduisent par des cas parfois tout à fait tragiques. Donc il n'est pas question de nier tout ça, simplement bah, faites votre statistique. En moyenne, comme ça, qu'est-ce qui vous semble le plus menaçant? Naël ou euh, les gentils organisateurs du Club Med de Gérald Darmanin? Bon, pour moi, c'est vite, la question, elle est vite répondue. Hein, bon, voilà. Alors, c'est à peu près tout ce que j'essaye de dire dans cette brève.
Et là, il y a un commentaire que j'ai pas retrouvé d'ailleurs. Alors peut-être qu'il n'avait pas été approuvé ou peut-être qu'il a été effacé entre-temps. Enfin, c'est vrai qu'il était de toute façon un peu trop laconique pour réellement. Mais bon, mais c'était révélateur quand même. Une lectrice me répondait oui, mais en substance, hein, j'ai pas retrouvé le commentaire, donc je veux pas citer, je peux pas être certain à 100% de l'exactitude, mais en gros, ça consistait à me dire oui, mais Naël est un produit de Davos. Donc c'est Davos qui a créé Naël. Voilà le commentaire que je voudrais à mon tour commenter. Euh, Même si ça me gêne un peu, alors c'est pas moi qui ai commencé, maintenant c'est général, mais malgré tout, bon, j'ai vécu le plus clair de ma vie adulte dans des sociétés, on va dire moralement un peu plus rigides que la société française actuelle, notamment quand il est question du respect des morts. Et donc bon, ce jeune homme dont le corps n'est peut-être pas encore tout à fait froid, en quelle qu'ait été sa vie, ses mérites. Au contraire, bon, ça me gêne un peu, je dois le dire, hein. Bon, mais bon, maintenant c'est un genre imposé, donc allons-y. Que voulait me dire cette lectrice? A priori, je pense qu'elle faisait allusion au fait que Naël était issu de l'immigration, une immigration euh, qui au moins depuis maintenant quelques années, voire une ou deux décennies, est devenue beaucoup trop massive pour être tolérable, pour être tolérée, pour faire bon ménage hein, avec la société d'accueil. Seulement quand elle dit que donc ce qui est le sous-entendu en fait, Davos, le mondialisme organisé, hein, a créé l'immigration de masse. Et c'est là que je tique un peu. Parce que finalement, ce qu'elle essayait de me dire, ça revenait un peu à dire que bah, c'est le mondialisme qui crée la mondialisation. Et là, je dirais qu'on entre dans une dimension, dans une perspective méthodologique qui, pour le coup, est effectivement complotiste. Alors, je dirais que c'est un peu énorme de ma part hein, de parler de complotistes. Donc pour les gens qui ont la tête dans le sable, qui ne veulent absolument pas savoir ce qui s'est passé 4 mois avant mars 2020, sous l'égide d'une organisation nommée CEPI, CPI, à New York, etc. Bon, tant pis pour eux, bon, j'y peux rien, mais ce sont des faits. Donc pour ces gens-là, généralement, c'est moi le complotiste. Mais en même temps, quand je lis ce genre de commentaires, je me rends compte euh, que beaucoup de nos contemporains vivent dans une vision du monde qui n'est, c'est peu de dire qu'elle est complotiste, en réalité, elle est mythologique. C'est-à-dire que, par exemple, cette lectrice, de toute évidence, confond la mondialisation et le mondialisme. Alors, qu'est-ce que j'appelle le mondialisme? C'est un phénomène organisationnel, ce sont des élites qui se syndiquent de manière d'ailleurs assez typiquement postmoderne, de manière plurinucléaire, hein. Sur la dernière centaine de mètres, c'est Davos, c'est le Forum économique mondial de Klaus Schwab, qui a clairement pris la direction, mais c'est relativement neuf et on sait que plein d'autres centres d'agrégation étaient en compétition jusque-là avec Davos, et d'ailleurs existe toujours hein, le Bilderberg, la commission trilatérale, etc. Alors que ces élites euh, aient salué la mondialisation, que la mondialisation soit pour elles une bonne nouvelle, en d'autres termes, qu'il s'agisse en réalité de la partie des élites mondiales qui ont considéré qu'il était non seulement profitable, mais même probablement dans une perspective politique, voire métaphysique, bon d'accompagner et si possible d'accélérer le processus de mondialisation, oui, c'est certain. On peut dire que ce sont des gens qui ont soufflé sur les braises de la mondialisation, un peu comme certains aujourd'hui à une échelle plus réduite, qui est celle de la France et de la politique française, s'emploient à souffler sur les braises de ce qui pourrait bien devenir une guerre civile ethnique. Pour autant, je pense pas qu'on puisse dire
que Klaus Schwab ou son Forum économique mondial ou le club Bilderberg ou qui que ce soit d'ailleurs quelques groupes humains réduits parce que là on parle de groupes de peut-être quelques centaines au grand maximum milliers d'individus. Hein. Penser que des groupes de cette taille-là auraient été capables non seulement d'accompagner de façon opportuniste mais carrément de créer la mondialisation. Alors, en l'occurrence, on parle de quoi? Ben, on parle de l'industrialisation de l'Occident, l'industrialisation et l'urbanisation, qui elles-mêmes ont débouché sur une atomisation du tissu social, et notamment au phénomène du féminisme, de la déstructuration, du saccage des structures familiales qui, bon, pour le dire de façon rapide et simplificatrice, a assassiné la natalité blanche. Et c'est dans ce contexte qu'on voit apparaître l'immigration de masse. Bon. Penser qu'il existe des groupes humains de quelques centaines, voire milliers d'individus capables de littéralement faire advenir, de créer ce genre de phénomène qui s'étale sur 3, 4 siècles et concerne littéralement des centaines de millions d'humains. Hein. Euh, c'est de la pensée mythologique. Hein. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, quand vous dites les mondialistes, en fait, ce dont vous voulez parler, en réalité, c'est une sorte de providence divine, ou probablement plutôt appelons ça comme ça, la providence divine des gnostiques. Hein. Vous savez que pour les gnostiques, les manichéens, le monde étant le domaine du mal, de Satan, il y a une sorte de providence maligne, hein, de providence mauvaise, qui organise un peu comme chez les chrétiens. Alors simplement, chez les chrétiens, on suppose que les intentions de la providence sont bonnes, puisque c'est la providence divine. Les gnostiques croyaient en une providence diabolique, si vous voulez. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de croyance qui finalement se perpétue sous la forme d'un certain populisme, hein, c'est-à-dire ce populisme qui tend à pointer du doigt des élites plus ou moins fantomatiques, pas si fantomatiques qu'on a tendance à le penser. Je fais partie de ceux qui, au contraire, je pense, pas mal contribué à faire comprendre qu'elles existent. Mais pour ma part, je les ai jamais crues capables, si vous voulez, de se substituer à la providence, que ce soit la providence bienveillante des chrétiens ou le Dieu mauvais des Grecs anciens, des Grecs de l'époque tragique. Bon, euh, non, moi je suis toujours resté de ce point de vue-là sur le plancher des vaches. Hein. Mais je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde. Or, le ricochet de cette réflexion, c'est que du coup, je me suis demandé, bon, si c'est comme ça que cette lectrice comprend Davos, disons, comprend le mondialisme, les élites mondialistes, euh, il y a fort à parier que quand il s'agit de, entre guillemets, sa thèse à elle, donc le point de vue des gens en gros qui je vais le dire d'une manière un peu caricaturale, mais considère qu'en France, en ce moment, la priorité est à la guerre civile. Hein. Donc, d'abord, boutons le sarrasin hors de l'Hexagone, et puis ensuite, on pourra se poser ces petites questions administratives. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, les Nations Unies, bon, voilà. Et puis Macron éventuellement d'ailleurs, hein, puisque j'aimerais leur faire remarquer, écoutez, vous voulez faire de la remigration, etc. Oui, très bien, pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs. Hein, vous allez faire comment? Vous êtes qui? Vous avez quel levier institutionnel parmi les gens en uniforme, les gens éventuellement qui portent une arme, qui vous suit, qui vous obéit, qui vous parle déjà? Ah, personne. Donc, en fait, vous comptez laisser Gérald Darmanin à la tête des forces de police, Macron à la tête du gouvernement incluant Gérald Darmanin,
Et puis dans votre coin, là, vous allez faire, je pense, principalement dans votre esprit, hein, vous allez faire de la remigration. Puis pendant ce temps, ben, Macron et Darmanin, et puis ils feront leur boulot, quoi, hein, comme jusqu'à présent, hein. Très mal de votre point de vue, hein. Il paraît qu'ils sont incompétents. Moi, je les trouve au contraire extrêmement compétents. Il faut juste comprendre quel est le cahier des charges, hein. Non, écoutez, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Mais pour en revenir à ma réflexion, eh ben, je me suis rendu compte que probablement, quand c'est comme ça qu'on voit Davos, c'est aussi probablement sur ce modèle-là qu'on voit, entre guillemets, Naël, c'est-à-dire ce problème de l'immigration de masse, du grand remplacement, etc. Qui, pour moi, parce que j'ai une perspective méthodologiquement rationnelle, pour moi, c'est un problème quantifiable, hein. C'est-à-dire que pour moi, bah, oui, il y a un moment, il y a un seuil, alors pas forcément facile à définir selon les circonstances, etc. Mais il y a un seuil à partir duquel l'immigration, les flux migratoires qui sont une constante, hein, de l'histoire humaine, et il y en a toujours eu, il y en aura toujours, vous inquiétez pas. Mais il y a un seuil à partir duquel, bah, oui, ça devient dangereux pour une société, hein. Tout simplement, il y en a trop. Bon. Il me semble qu'un certain Charles de Gaulle, d'ailleurs, voyez les choses d'une manière très semblable, hein, comme quoi je ne serais pas le seul lunatique de l'asile. Euh, Est-ce que c'est vraiment dans cette perspective-là? Donc ceux qui sont entrés dans ce trip du grand remplacement versus reconquête, etc. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils raisonnent? Du coup, j'en suis plus sûr. J'ai l'impression, euh, je crains fort que euh, pour eux, le même modèle, disons, de pensée mythologique s'applique aussi à cette partie du paysage. C'est-à-dire que le grand emplacement, au lieu d'être un phénomène rationnellement concevable, quantifiable, euh, et donc aussi modulable, hein, donc un phénomène qu'on pourrait ralentir, essayer d'inverser graduellement, si possible sans créer trop de dégâts sociaux au passage. En fait, non. Pour eux, c'est une essence, hein. Donc, ils sont dans une pensée essentialiste, et en fait, c'est le mal. Et je pense que d'une certaine manière, probablement sans s'en rendre compte elle-même, et ce que cette lectrice essaie de me dire, c'est que Naël, c'est le mal. Oui, parce que le mal, c'est pas juste des circonstances, des événements ou des séries d'événements statistiquement quantifiables, etc., qu'on juge déplorables. Non, non. Le mal, c'est en fait, c'est une essence, c'est une substance métaphysique qui se manifeste. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, plutôt que de dire que Naël, c'est le mal, ce que pense en fait euh, ces gens-là, sans, je pense généralement s'en rendre compte, c'est que Naël manifeste le mal. Et je pense d'ailleurs que comprendre cela aide aussi à comprendre comment ce genre de fait divers, parce que bon, malheureusement c'est un fait divers tragique, mais c'est un fait divers, hein. Il y a malheureusement eu des Naël avant Naël, il y en a eu beaucoup, et puis il y en aura, je pense, aussi un certain nombre après, malheureusement. Bon. Et pour comprendre comment ce genre de fait divers peut devenir l'étincelle de crise sociale majeure, eh ben, je pense que en emboîtant un peu le pas à la fois à Gustave Le Bon et puis à Sorel, il n'est pas inintéressant de comprendre ce schéma de pensée mythologique. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs les jeunes, qu'on veuille les appeler jeunes, racailles, etc., dont certains, je pense ceux qui sont sincères, ceux qui voulaient pas juste piller une boutique de godasses, bon, ont aussi, de toute évidence, surréagi, hein. Ils se sont exposés à des balles en caoutchouc pour l'instant, espérons. Ils ont pris des risques considérables que probablement ne justifiaient pas simplement une saisie, on va dire, rationnelle, une saisie à froid de l'événement qui avait eu lieu.
que ce soit dans leur interprétation à eux, c'est-à-dire la police est raciste, il y a un régime d'apartheid, etc., ou dans l'interprétation, disons, de l'autre camp, hein. Dans les deux cas, en réalité, il n'y a pas de raison rationnelle pour qu'un fait divers se transforme en révolution. S'il se transforme en révolution, c'est parce qu'en réalité, il y a des schémas de pensée qui sont religieux, qui sont mythologiques, et qui restent assez largement dominants, hein, malgré tout, dans la société, sécularisation, athéisme ou pas. Mm. Et que du fait de ces schémas de pensée, euh, un événement, un fait divers, hein, comme le déplorable cas du jeune Naël, peut se transformer, peut passer du statut de fait au statut de signe. Ces signes que les cieux envoient à l'homme religieux. Et là, en l'occurrence, pour certains, c'est le signe qui leur dit, voilà, le moment est venu de partir pour la croisade. Et là, en réalité, quel que soit le côté de la barricade qu'on choisit pour aller balancer ces cailloux ou ces cocktails Molotov, mais c'est quoi le présupposé? C'est qu'en réalité, je dirais, pour moi, c'est vraiment le présupposé essentiel de toute pensée de gauche. C'est-à-dire que la présence du mal dans l'univers est intolérable. Pour moi, derrière toute pensée de gauche, il y a une forme ou une autre appelons ça rousseauisme, appelons ça pélagianisme. Ah, il y a cette idée, on peut aussi, je pense, assez bien décrire ça par le terme d'irénisme, du grec irénée, la paix. Et cette idée que l'état normal, l'état naturel de l'univers, c'est la paix. C'est une espèce d'idylle bisounours dans laquelle ben il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de tragédie, il y a pas, en fait il se passe rien. Euh, Même au bout d'un moment d'ailleurs, le vieillissement, hein, a fini par être intégré à cette palette et c'est là qu'apparaît le covidisme, hein, parce que le covidisme, essentiellement, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire, mais c'est tout à fait scandaleux que des nonagénaires cancéreux finissent par clamser. Ah, mais ça n'est jamais arrivé. Ah, si, c'est arrivé, mais ça n'aurait pas dû. Bon, voilà. Donc ça, c'est la pensée de gauche. Et je dirais que malheureusement dans la société française actuelle, d'ailleurs, encore une fois des deux côtés de la barricade, en fait, c'est le type de pensée dominant. La pensée de droite, voilà, appelons-la nietzschéenne, appelons-la tragique, appelons-la païenne, appelons-la, c'est comme vous voulez. Ben, ça consiste au contraire à constater raisonnablement que, eh ben, des bavures policières, hein, des Naël, des histoires comme ça, de conduite sans permis, puis qui dégénèrent, et puis qui, bon. Ben, en fait, il y en a toujours eu sous une forme ou sous une autre, hein. Je pense qu'à l'époque où on se déplaçait en charrette à mulet, c'était peut-être un peu plus rare, mais ça devait se produire aussi. Euh, que de même d'ailleurs des pillages. Ben, c'est pareil, il y en a toujours eu. Mmh. Euh, Nous-mêmes d'ailleurs, avant de devenir les sédentaires chrétiens que nous sommes, etc., il semblerait que qu'on avait, hein, si on lit les chroniques byzantines, etc., bon, on avait quelques habitudes de ce genre-là, hein, qui n'est pas franchement glorieuses. Bon, voilà, on n'a pas nécessairement besoin d'être nord-africain ou en général africain ou musulman. Bon, voilà. Bon, en fait, ça fait partie de la condition humaine, hein. C'est pour ça que, aussi profond que vous alliez fouiller dans des sites archéologiques, ben, vous allez trouver, oui, des verrous, des grilles, bon, des systèmes de protection. Pourquoi? Bah parce que, si vous voulez, il y a 4000 ans, on se faisait barboter sa marchandise aussi bien qu'aujourd'hui, vous voyez. Et à mon avis, s'il y a encore de l'humanité, s'il y a encore de la marchandise dans 4000 ans, eh ben, ce sera pareil. Voilà. Donc, euh, euh, cette idée que on va faire la reconquête, hein, on va arrêter le grand remplacement, et donc enfin, on va enfin revenir à cette utopie bisounours dans laquelle en réalité on n'a jamais vécu, mais qui s'est installée, hein, qui fait partie de notre univers mental, parce que c'est l'idéologie de gauche, hein, c'est la pensée de gauche par excellence. Il se trouve simplement que c'est faux. Tout aussi faux d'ailleurs que là, je m'adresserai plutôt
aux racailles, entre guillemets, hein, moi je les méprise pas, mais bon, c'est le terme qui s'est visiblement imposé. Bon, bah c'est pareil, hein, si vous avez l'impression que maintenant il faut aller s'exposer aux balles en caoutchouc des sicaires de Darmanin, parce que s'il y a suffisamment de manifestations et suffisamment d'émeutes et suffisamment euh, ça pourra enfin accoucher du monde, voyez, où les retraités blancs des zones pavillonnaires vous regarderont avec tendresse et avec amour, hein, vous, Samir, Ahmed, etc. Bon, bah, c'est pareil, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Donc, voilà, il y a toujours eu des préjugés, des inimitiés, des incompatibilités culturelles, ethniques, etc. Il y en aura toujours, hein, ça fait aussi partie de la condition humaine. Donc, essayer de réformer ça, et notamment de réformer ça en caillassant soit des magasins, soit des... non, non, c'est pas raisonnable, hein. C'est pas... J'allais dire, intellectuellement, j'aurais plus de respect pour le type qui allait pour récupérer les godasses, hein. C'est bon. Lui, au moins, il sait, lui, au moins, il a un enjeu rationnel, ouais, voilà. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.